Bonjour à tous, bienvenue chez Famille Électrique. Aujourd'hui, une vidéo destinée aux débutants. Comment choisir son premier véhicule électrique, électrique familial par exemple. Donc on va définir ensemble quels sont les critères à étudier. Et dans ces critères, on verra quelles sont les caractéristiques techniques qu'il faut connaître pour pouvoir bien comparer des véhicules électriques entre eux. Compte tenu de la quantité de choses qu'on doit voir, j'ai préféré découper la thématique choisir son premier véhicule électrique en plusieurs vidéos. Je vais essayer également de chapitrer les vidéos. La première vidéo, donc celle que vous êtes en train de visionner, est consacrée à la définition des critères de choix et on verra notamment deux critères importants que sont l'autonomie et la recharge. On démarre la partie 1. Donc les objectifs de cette vidéo vont être de vous répondre à ces questions. Un véhicule électrique peut-il répondre à mes besoins? Quels sont les critères, les caractéristiques les plus importantes pour moi, pour mes besoins? Et quel véhicule électrique répondra du coup le mieux à mes besoins? Il est important de commencer par la définition de ces besoins, comme pour le choix d'un véhicule thermique. Donc il y a plusieurs questions à se poser, on ne va pas toutes les voir ensemble, c'est à vous aussi de vous poser vos questions par rapport à vos usages, mais elles sont listées un petit peu sur ce slide. Donc le kilométrage annuel, le kilométrage hebdomadaire et journalier, le nombre de passagers que vous transportez, est-ce que vous tractez, est-ce que vous avez souvent de longs trajets ou de courts trajets, est-ce que c'est pour un usage privé ou professionnel, quel est votre budget cible également. Le bon diagnostic de vos usages vous permettra de bien évaluer l'importance de chaque critère. On va d'abord avoir des critères qui ne sont pas spécifiques au véhicule électrique, comme par exemple le budget, le type de carrosserie que vous allez rechercher, berline ou SUV, le type de transmission, est-ce que vous allez vouloir un coffre ou un haillon. Ne pas oublier d'ailleurs que certains véhicules disposent d'un coffre à l'avant qu'on appelle un frunk. Et puis il y aura aussi le niveau de confort, le niveau de finition. Ensuite, on va retrouver des critères et des caractéristiques qui sont vraiment spécifiques aux véhicules électriques. Et là, il y a énormément de choses nouvelles à bien comprendre, à bien évaluer pour pouvoir faire un choix. On va notamment parler de l'autonomie, de l'efficience, de la recharge, de la connectivité du véhicule, c'est une notion qui est importante sur ce type de véhicule-là, des mises à jour justement en lien avec la connectivité. On va parler du système d'infodivertissement et d'infotainment, ça a une importance particulière sur les véhicules électriques, on verra pourquoi. On va bien entendu parler de la batterie, est-ce que le véhicule propose une conduite à une pédale, est-ce qu'il dispose d'une pompe à chaleur, à quoi ça sert, et est-ce qu'il y a un planificateur de trajet. Le but, ça va donc être de comprendre ces nouveautés, ces nouvelles caractéristiques des véhicules électriques, parce qu'elles vont avoir un impact sur votre expérience de la voiture électrique, sur votre expérience de conduite. Certaines caractéristiques techniques, si elles sont mal comprises, mal évaluées, peuvent venir entacher l'expérience future que vous aurez en véhicule électrique. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à ce qui est sans doute le critère parmi les critères, j'ai nommé l'autonomie. Parce qu'évidemment, si vous commencez à vous intéresser à un véhicule électrique, bien évidemment, la question numéro 1, la question centrale, c'est celle de son autonomie. Quand vous allez regarder les fiches de constructeurs présentant les véhicules, vous allez vous apercevoir qu'on vous donne une autonomie en kilomètres selon une norme WLTP. Il s'agit d'une procédure de test permettant de calculer le nombre de kilomètres maximum que vous allez pouvoir parcourir avec le véhicule si vous êtes dans des conditions très précises de température, de vitesse moyenne, de durée également et d'autres critères. L'autonomie réelle de votre véhicule sera donc probablement inférieure à l'autonomie calculée selon la norme WLTP affichée par le constructeur, mais l'autonomie WLTP reste quand même un bon indicateur de comparaison. On verra par la suite que d'autres caractéristiques techniques des véhicules électriques peuvent venir aider à maximiser l'autonomie réelle du véhicule. L'autonomie sera bien entendu fonction de la capacité de la batterie du véhicule, qui peut être comparée à un réservoir de voiture thermique et qui se mesure en kWh. Cette capacité varie généralement entre 15 et 100 kWh
parfois un peu plus pour certains véhicules comme le Mercedes EQS. Je vous donne mon avis personnel, je pense qu'à partir de 50 kWh, le véhicule devient quand même un peu plus polyvalent et correspond plus à un besoin de véhicule de tous les jours de la famille et permettant aussi de faire les longs trajets pour partir en vacances. Attention à bien faire le distinguo entre la capacité nominale et la capacité utile d'une batterie. La capacité nominale va exprimer la quantité maximum d'énergie que peut contenir la batterie. Quant à la capacité utile, elle va désigner la quantité d'énergie contenue dans la batterie qui pourra être utilisée par le véhicule. Le fait de brider en quelque sorte la batterie permet finalement de venir éviter les détériorations qui pourraient être occasionnées par les cycles profonds de charge et de décharge. Enfin, l'autonomie du véhicule sera également fonction, bien entendu, de la consommation en énergie qui s'exprime en kWh au 100 km. Vous retrouverez bien sûr toutes ces caractéristiques sur la fiche technique du véhicule délivré par le constructeur, mais je vous invite quand même à aller faire un tour sur les forums spécialisés tels que celui d'Automobile Propre par exemple, où les utilisateurs eux-mêmes font leur relevé de consommation et ça c'est très intéressant. Du coup, l'autonomie, on peut dire que c'est le critère qui va vraiment vous aider à mesurer la polyvalence de votre futur véhicule. Bien évidemment, plus vous avez d'autonomie, et bien moins vous aurez à vous arrêter pour recharger sur long trajet. Pour autant, comme on le disait tout à l'heure, l'autonomie réelle de votre véhicule ne va pas seulement se mesurer par la taille de son réservoir, la taille de sa batterie, mais sera aussi fonction d'autres caractéristiques qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, il faudra que vous regardiez précisément quel est le type de batterie, quelle est la technologie de batterie qui équipe le véhicule que vous étudiez. En rentrant un tout petit peu dans la technique, il faut dire que l'immense majorité des batteries lithium-ion qui équipent aujourd'hui les véhicules électriques sont composées de nickel, de manganèse et de cobalt. Il existe néanmoins depuis quelque temps des technologies alternatives et parmi elles, les batteries LFP sont composées de matériaux plus éco-responsables, dirons-nous, le lithium, le fer et le phosphate. Elles équipent déjà certaines voitures électriques, dont notamment les Tesla Model 3 qui sont construites en Chine. Concrètement, au-delà d'être moins nocives pour l'environnement, quels sont leurs avantages? Premièrement, elles sont moins coûteuses à produire, ce qui doit normalement se traduire dans le prix du véhicule. Elles sont également moins sensibles à l'échauffement, donc elles présentent des performances plus stables. Elles encaissent mieux les recharges rapides et répétées, mais leur plus gros avantage par rapport aux batteries traditionnelles, c'est qu'elles offrent une plage de fonctionnement beaucoup plus importante. En effet, avec les batteries lithium-ion traditionnelles, il est déconseillé d'aller fréquemment au-delà des 80-85% de charge et de descendre sous les 20%. Vous n'avez pas du tout ces contraintes avec les batteries LFP, au contraire, il est même conseillé de recharger les véhicules qui en sont équipés au moins une fois par semaine à 100%. D'ailleurs, les utilisateurs de Tesla Model 3 récentes, dont je fais partie, ont reçu en mars 2022 de la part de Tesla un SMS leur demandant de bien respecter cette consigne. Et ça m'amène d'ailleurs à vous parler d'un premier inconvénient de ces batteries LFP. En effet, cette recommandation de recharger à 100% vient aussi du fait que le calibrage des batteries LFP est beaucoup moins précis que leurs homologues traditionnels, ce qui peut fausser le calcul de l'autonomie restante. Et il y a eu des conséquences puisque certains utilisateurs, notamment chez Tesla, se sont retrouvés en rade alors que leur écran affichait encore 10% de batterie. Autre désavantage de la batterie LFP, elle présente une faible densité énergétique, ce qui la rend moins efficace par faible température et ce qui provoque une baisse d'autonomie encore plus marquée que celle des batteries traditionnelles l'hiver. Parce que je pense que vous le saviez, mais toutes les batteries aujourd'hui présentes sur le marché souffrent lors de faibles températures avec du coup une baisse de l'autonomie. Autre faiblesse de ces batteries LFP, elles ont le désavantage d'être plus lourdes d'environ 30-35% que leurs homologues traditionnels, ce qui n'est pas bon pour l'efficience des voitures. Elles sont également légèrement plus encombrantes que les batteries traditionnelles. En matière d'autonomie, il faudra également parler de l'efficience des véhicules. Ce n'est pas parce que vous aurez une plus grosse batterie que vous aurez forcément une plus grosse autonomie. Pas celui qui est la plus grosse qui va forcément le plus loin. Aucune analogie. Il faut bien comprendre que d'un véhicule à l'autre, les systèmes de gestion de la consommation énergétique sont différents.
et donc on aura une efficience là aussi différente. Quelques critères peuvent être notamment étudiés pour mesurer l'efficience possible du véhicule. Est-ce que le véhicule est équipé d'une pompe à chaleur? Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, ça peut consommer jusqu'à 4 fois moins d'électricité par rapport à un chauffage classique avec des résistances normales. Il y a également une fonction qui peut vous permettre d'être plus efficace, c'est de pouvoir préconditionner les batteries, notamment l'hiver, afin de préserver l'autonomie du véhicule. Préconditionner la batterie, ça veut dire réchauffer par exemple la batterie l'hiver pour amener cette batterie à température idéale et maximiser l'autonomie. Bien évidemment, d'autres fonctions peuvent aussi servir, par exemple les sièges chauffants. Il est démontré que il est plus efficace de réchauffer l'habitacle de son véhicule en mettant en route les sièges chauffants si le véhicule en est équipé, plutôt que de mettre en route la climatisation qui va réchauffer l'habitacle. Ça consommera moins d'énergie de faire chauffer le siège chauffant et le volant chauffant par exemple si vous l'avez. Également important, le CX du véhicule, le coefficient de pénétration dans l'air. Et ça c'est comme pour les véhicules thermiques évidemment. On passe au deuxième critère à étudier lorsqu'on recherche un véhicule électrique, celui de la recharge. Pour moi, ce critère est tout aussi important que celui de l'autonomie, et pourtant c'est un critère auquel peut-être on fait un peu moins attention. On se focalise sur l'autonomie, mais la qualité de la recharge, la vitesse de la recharge est vraiment très importante. Pour étudier ce critère de recharge, on va s'attacher à regarder plusieurs caractéristiques que sont celles de la charge AC, charge lente, de la charge rapide DC, courant continu, de la puissance maximum de charge en kilowatts, du type de connecteur utilisé et de la possibilité ou pas de préconditionner la batterie. Ce critère de recharge, il est vraiment très important puisqu'il va définir en fait en gros ce que vous pourrez faire en usage quotidien avec la voiture, et vous pourrez répondre du coup en l'étudiant bien à la question: est-ce que je rechargerai suffisamment rapidement pour regagner l'autonomie dont j'ai besoin pour parcourir les distances quotidiennes que j'ai à faire. Ça va aussi vous permettre de voir si les trajets longs que vous ferez par exemple pour partir en vacances seront réalisables et surtout quelle sera la qualité de ces trajets. Bien évidemment, il n'y a pas qu'une façon de voir les choses, mais en règle générale, quand on fait de longs trajets, notamment avec des enfants, moins les arrêts sont longs et fréquents, et mieux c'est. Maintenant, il faut aussi relativiser et se demander combien de fois par an on fait ce type de long trajet, et est-ce que du coup ce critère de la vitesse de recharge est vraiment rédhibitoire. Quand est-ce qu'on repart, papa? Bon ça c'est une question que vous risquez d'entendre souvent, surtout si vous n'avez pas bien étudié les trois critères qu'on va voir maintenant ensemble, à savoir les deux types de charge, les connecteurs et les câbles utilisés, et sur quelle prise ou quelle borne on se recharge. Tout d'abord, petite correction, la puissance de charge s'exprime en kilowatts et non pas la vitesse. Bien évidemment, la puissance de charge c'est un facteur qui va vous permettre de déterminer la vitesse à laquelle vous allez recharger le véhicule. Tout d'abord, la charge lente, dite AC, qui se fait en courant alternatif, c'est la charge qu'on fait à la maison. Alors cette charge lente, elle se fait forcément avec un courant alternatif, c'est-à-dire qui fait un va-et-vient, contrairement au courant continu qui lui ne va que dans le même sens. Ça veut dire que dans votre véhicule, vous allez avoir un chargeur embarqué qui va redresser en fait ce courant, qui va le convertir en courant alternatif, qui va convertir votre courant alternatif en courant continu, parce que les batteries des voitures électriques se rechargent uniquement en courant continu. Donc en courant alternatif à la maison, on va être sur un éventail de puissance qui va aller de 1,7 kW à 22 kW. Je précise tout de suite que pour atteindre les 11 kW et les 22 kW, il faudra que vous soyez sur du triphasé à la maison. Ensuite, quand on est à l'extérieur et qu'on doit se recharger, on se recharge sur des bornes publiques, et là donc vous serez sur du courant continu. Donc là les puissances de charge sont beaucoup plus importantes, on va être sur une fourchette qui va être entre 50 et 350 kW de puissance, ce qui permettra d'atteindre des vitesses de recharge beaucoup plus importantes que dans le cas d'une recharge à la maison bien évidemment.
On peut également faire un petit aparté sur le voltage. Il faut bien comprendre que le voltage de la batterie, c'est-à-dire la tension, a une incidence directe sur la vitesse de charge. Aujourd'hui, la majorité des batteries ont une tension d'environ 400 volts et ça permettra de culminer à 250 kW de puissance. Il y a d'autres types de véhicules, d'autres types de batteries, notamment chez Hyundai Kia par exemple, qui vont aller jusqu'à 800 volts au niveau de la tension de la batterie. Et du coup, vous pourrez atteindre théoriquement des vitesses supérieures. Néanmoins, donc, à cause de la forme de leur batterie, aujourd'hui, elles ne peuvent pas dépasser les 350 kW de toute façon. Et attention, ça reste vraiment très théorique parce que dans la pratique, il faut quand même être dans les meilleures conditions pour effectuer ces charges rapides-là et atteindre ou dépasser les 350 kW, notamment en termes de préconditionnement de la batterie. Là, ça sera très très important. La vitesse de recharge va aussi être importante côté budget parce que certains superchargeurs vous factureront donc au temps passé à la recharge. On peut faire un petit aparté sur le réseau des superchargeurs Tesla puisque à ce jour je crois qu'il y a 16 stations Tesla qui sont ouvertes à tout type de véhicule. Donc par rapport à ces superchargeurs Tesla aujourd'hui, les tarifs sont affichés à un prix en euros au kilowattheure, donc c'est intéressant. Et aujourd'hui je crois qu'on doit être aux alentours en moyenne de 0,46 € du kilowattheure. Pour vous donner une idée, donc si on est sur une consommation moyenne de 18-20 kWh au 100 km sur autoroute par exemple, le coût d'une recharge sur un superchargeur va varier entre 8 € et 9,50 € pour parcourir 100 km avec ce tarif là. Ça reste intéressant par rapport au prix de l'essence et du diesel qui ont flambé récemment. Je rappelle qu'on est en mars 2022 au moment où je tourne cette vidéo. En plus, il faut se dire une chose, c'est que l'usage des superchargeurs, ça reste quand même très occasionnel dans vos pratiques de recharge, parce que bien souvent on recharge à la maison ou dans son immeuble. Alors lorsque vous n'avez pas une Tesla et que vous vous rechargez sur une des 16 stations pilotes Tesla, le tarif moyen est pas de 0,46 € au kilowattheure, mais il est de 0,57 € au kilowattheure. Il était de 0,57 € au kilowattheure et aujourd'hui il est même passé à 0,68 € du kilowattheure en moyenne. Donc c'est une augmentation de près de 20%. Finalement, on se rapproche des tarifs du concurrent de Tesla au niveau des recharges qui s'appelle Ionity, qui lui facture 0,79 € de la minute en France. Passons rapidement sur le type de connecteur et de câble. Aujourd'hui, ça tend à s'harmoniser. Donc les plus répandus, c'est les types 2 et combo CCS. Combo CCS pour les charges rapides. Que je vous les montre rapidement sur ce slide, donc là le combo CCS. Et puis vous avez d'autres types de câbles qui sont de moins en moins répandus, le CHAdeMO notamment et le type 3 qui est en disparition. Donc maintenant, voyons sur quel type de prise ou sur quelle borne vous allez vous recharger. Donc vous pouvez recharger le véhicule sur une prise dite normale, une prise 16 ampères. Ça pour moi c'est à réserver à des charges très occasionnelles et en limitant la puissance de charge parce que les prises classiques à la maison sont pas faites pour recevoir une telle quantité d'énergie pendant aussi longtemps que la durée d'une charge d'un véhicule électrique. Sinon ça risque de chauffer et ça risque d'endommager vos circuits, voire même de prendre feu pour les cas les plus extrêmes. À la maison, vous avez aussi la possibilité d'installer ou de faire installer une prise 16 ampères dite renforcée. Ce que vous trouverez souvent sur le marché, c'est la prise Green Up de chez Legrand qui va disposer de protections supplémentaires qui vous permettront d'être plus tranquille et de recharger votre véhicule sereinement. À la maison, vous pourrez également faire installer une wallbox 16 ampères ou 32 ampères en mono ou en triphasé.
Ça vous permettra d'avoir également une solution bien protégée, bien sécurisée et d'atteindre des puissances de recharge supérieures et donc une vitesse de recharge supérieure. Pour ma part, à la maison, j'ai choisi une autre solution que je ne vous recommande pas, attention. C'est une solution qui n'est pas réglementaire, c'est l'installation d'une prise industrielle type P17. J'ai installé cette prise-là en 32 ampères chez moi avec toutes les protections nécessaires en utilisant les sections de câbles les plus importantes et supérieures à ce qui est demandé pour éviter tout problème d'échauffement, et c'est une solution qui me convient très bien parce que je peux atteindre une vitesse de une puissance de 7,4 kW à la maison. Personnellement, j'ai choisi cette solution parce qu'elle est économique et puis aussi parce que j'aime bien faire des choses par moi-même. Alors pour bien étudier ce critère de la recharge, je vous préconise d'aller sur le site d'Automobile Propre. Je vous mettrai un lien dans la description. Sur ce site, vous allez pouvoir simuler des temps de recharge en fonction du véhicule que vous allez peut-être choisir. On va prendre l'exemple justement de la Volkswagen ID4 en version Pro Performance et on va simuler une recharge de 10% à 80% de la batterie. Donc vous faites glisser les petits onglets et vous allez avoir un tableau où vous allez pouvoir donc voir la puissance délivrée par la borne ou par la prise et la puissance acceptée par le véhicule. C'est pas la même chose, hein. La puissance acceptée par le véhicule, c'est vraiment un critère technique à étudier au moment de votre choix. Si on regarde bien ce petit tableau là tout en bas, vous voyez que si même la puissance délivrée par la borne sur laquelle vous vous rechargez est de 22 kW en triphasé, et bien de toute façon vous serez limité parce que cette Volkswagen ID4 n'accepte qu'en entrée une puissance d'11 kW. Donc vous ne pourrez pas recharger plus vite en étant en 22 kW qu'en 11 kW par exemple. Justement, au niveau des temps de recharge, on voit bien que si vous vous rechargez sur une prise normale, classique chez vous ou chez des amis, eh bien vous allez mettre beaucoup plus de temps que si vous êtes sur une prise par exemple P17 en 32 ampères. Donc sur une prise normale vous allez être vers les 2,3 kW de puissance pour pas trop risquer d'endommager les circuits, et donc vous allez recharger de 10% à 80% votre batterie en 23h36. Si vous êtes sur une prise P17 32 ampères ou sur une borne en 32 ampères monophasé chez vous, eh bien vous pourrez aller jusqu'à 7,4 kW et donc recharger de 10 à 80% en 7h20, donc par exemple une nuit. Pour ce qui est des recharges à l'extérieur sur borne publique, on voit bien que là donc les puissances délivrées sont plus importantes et ce qui permet des vitesses de recharge nettement supérieures. Néanmoins là aussi il faut faire attention, c'est pas parce que vous avez une puissance délivrée de 250 kW sur ce véhicule que vous pourrez recharger à 250 kW, puisque la Volkswagen ID4 Pro Performance est limitée à 135 kW. Donc vous pourrez de toute façon recharger au maximum à 135 kW, c'est-à-dire que vous ferez un 10-80 en 31 minutes. Autre caractéristique à voir concernant la recharge, c'est notamment le préconditionnement de votre véhicule. Comme on l'a dit tout à l'heure, la température extérieure a une influence sur les temps de recharge d'un véhicule, et donc si vous arrivez donc sur une super charge avec une batterie qui n'est pas à température, et bien vous allez mettre beaucoup plus de temps que si la batterie aurait été préconditionnée avant. Donc il faut vérifier ce critère là parce que tous les véhicules ne fonctionnent pas de la même manière. Par exemple chez Tesla, lorsque vous programmez une destination dans le GPS, la voiture va vous indiquer automatiquement à quel endroit il faut que vous vous arrêtiez pour faire une recharge, et en utilisant des superchargeurs. Et en faisant cela, la batterie sera automatiquement préconditionnée dans les temps par le véhicule, c'est-à-dire qu'en roulant, peut-être 20 minutes avant, une demi-heure avant, elle va démarrer un préconditionnement de la batterie pour que lorsque vous arriviez au superchargeur, la batterie soit vraiment prête à accepter le maximum de puissance délivrée.
A contrario, j'avais étudié le Skoda Enyaq, il ne me semble pas que cette fonctionnalité soit possible sur l'Enyaq. En revanche, il me semble qu'on peut déclencher sur l'Enyaq un préconditionnement manuellement. Dites-moi dans les commentaires, pour les connaisseurs de l'Enyaq, si c'est bien le cas. Dernier point concernant la recharge, pensez à vérifier ce qui est livré avec le véhicule, les types de câbles fournis et éventuellement est-ce qu'il y a un chargeur nomade fourni avec le véhicule. C'est pas le cas de toutes les marques. Avant de terminer cette première partie, je vous livre un petit conseil en bonus, c'est d'utiliser le site A Better Road Planner, le site ou l'application Android ou iOS. Donc sur ce site, vous rentrez votre point de départ et votre destination. Et un peu comme un GPS, il va vous calculer votre trajet et surtout, il va vous indiquer les étapes de recharge que vous devrez faire pour arriver à destination. Alors, vous pouvez bien entendu paramétrer la marque de votre véhicule, le type de véhicule dans cette marque. Vous allez pouvoir paramétrer aussi la température extérieure. Et donc, ça va vous permettre de bien étudier l'autonomie réelle de votre véhicule. Du coup, vous faites les simulations avec tous les modèles de véhicules qui vous intéressent par tous les temps ça va vous donner une bonne comparaison de leur autonomie réelle et de leur polyvalence notamment lors des grands trajets des vacances. Voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile si vous commencez à vous interroger sur le choix d'un véhicule électrique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir la notification lorsque la partie 2 sortira. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous dis à bientôt pour la partie 2. À bientôt sur Famille Électrique.